Sign up today with BetMGM, the exclusive betting partner of The Athletic, and get a $1,000 risk-free first bet. Plus, get a free 3-month subscription to The Athletic. Just sign up at betmgm.com/support to take advantage of the special offer from the King of Sportsbooks. That's betmgm.com/support. New customer offer, paid in bonus dollars. Visit betmgm.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, New Jersey, Nevada, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, or West Virginia only. Excludes Michigan disassociated persons. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700 in Colorado, Nevada, and Virginia. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-GAMBLER in New Jersey, Pennsylvania, and West Virginia. And 1-800-BETS-OFF in Iowa. In Tennessee, call or text the red line at 800-889-9789. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-9-WITH-IT in Indiana. Promotional offer not available in Nevada. Hello, everybody. Welcome to the Athletic Support, your post-game podcast on the Montreal Canadiens. Arpon, Game 7. You're in Toronto. Tell me how you feel. What do you want to talk about? What do you think we should talk about? Well, the referees. The referees. I got to say, man, like you saw a serious contrast tonight in just how to cope with situations. I feel, it was so obvious from the drop of the puck. Like, I don't know about you, but I expected the Leafs to come out with their pants on fire. I thought the Canadiens seemed like that's what they were expecting too. They're like, okay, let's weather this initial storm. They're going to come hard. They're very desperate. It's all anyone in this city is talking about is the Leafs' inability to close out a series. They want to prove their doubters wrong. They're going to come out with a lot of jump and a lot of energy. So let's weather that. Get through it, and hopefully come out on the other side, and then we can find our game. Except that never came. It never came, and it was astonishing. I think the Canadiens were even kind of surprised. Like, I think that's what their mindset was. Like, let's go out and, you see Dominique Ducharme start Paul Byron, Philip Danault, and Josh Anderson. It just seemed like, he was trying to have a tone-setting shift or whatever he was trying to do. But it's clear that there was a push that was expected by the Canadiens from the Maple Leafs, and that just never arrived. And I think at that point, the Canadiens probably knew that if we just stick to our game and remain calm and poised and make the plays we need to play, at some point this game's going to come around for us. And it was stunning how early that sense set in the building, but just generally in the game. When I saw it, I noticed it when Mitch Marner had the puck on his stick for the first time in the game. He entered the Montreal zone on the left side. He stopped at the blue line, looking for his options all around.
And all it did is that it enabled the Canadiens to close down on him. He took a weak shot, and that was it. So he sort of maybe he had some options at first, but he allowed the Canadiens to close them all for him, and he sort of froze. And throughout the game, I mean, he was nowhere to be seen. I mean, Austin Matthews gave quite a big push in the third period, and Zach Hyman was clearly the most dangerous player on that line the whole night. But, I mean, Marner was nowhere to be found. And, I mean, the Montreal Canadiens did such a good job. Once again, Weber Sherratt did such a great job defending against that line. And we saw very early on that Sheldon Keefe wanted to put his big line away from Philippe Danault. He tried to do that as soon as he could in the first period. Tried to match it as much as possible against the Suzuki line, which had better results. But I mean, once again, Danault, Gallagher, Evans, they were so good against that line. And I think that if what this series has showed us is that if you can manage to handcuff those top dogs, the Canadiens would give themselves a good chance. And that's basically what happened. So I mean, it's no. Well, yeah. I mean, of course, that's what we've seen from Game 5 on. Yeah. But something really struck me. You know, all day. I think we talked earlier in the day, and I was like, oh, I think the goalie's got one in him. You know. Yeah. But 40 minutes into the game, I was like, this has nothing to do with the goalie. Like Carey Price is, he stopped every shot he saw to that point, but really. What are the shots that he saw to that point? I think the Canadiens did an excellent job of not allowing the Maple Leafs to have much of anything through 40 minutes. They made a push in the third period for sure, and the Canadiens were protecting the lead. There's no doubt about that. And then Carey Price had to come up big on a few occasions. But really, I thought through the first 40 minutes, that was really a team game. That was not – and this was – what a departure this is from Carey Price's career and history with the Montreal Canadiens. Like, he didn't have to carry his team tonight. They really, every member of the team, and when you say every member of the team, like nothing exemplifies it more. And actually, man, I should have asked Ducharme this, but I don't know what convinced him to play Gustafsson and Kulak shift tonight. I mean, they really, they played well, and they were playing regularly through the first 40 minutes. I don't think they played that much in the third, if at all. But it was really a team effort. In shutting down the Maple Leafs and playing just a really tight playoff road game where Carey Price did not have to be the number one factor in the game. And what a refreshing departure that is for Carey Price, who's always had to be the number one determining factor in the game over his career. But I really didn't feel he had to do that tonight, because I thought for line 1 through 4 and even defenseman 1 through 6, I thought played a really solid game, and really when they needed it. And I think they kind of seized on the nerves on the other side, I think. And I think that fueled them a little bit and added to their confidence, especially, as I mentioned earlier, off the start, where the Leafs did not really make the push that I and probably the Canadiens expected. Yeah, no, for sure. I mean, they must have felt like that they could dig into the Maple Leafs anxieties, which were palpable. I mean, if it was obvious to everybody, it must have been even more obvious on the ice. I disagree with you regarding Price. I think that he was a bigger factor than you suggest he was. All those shots that were like shot passes to the net where there was just a slight redirection, he made it look easy because he read the play. He was so dialed in. I thought that his whole tracking of the game was tremendous tonight, and I think that he was a factor. And I don't want to diminish anything of what the other guys did, because you're right, it was a team effort, and everybody chipped in at various points in the game. You could see guys like Yoel Armia doing some great work, Eric Stahl, a lot of good work along the boards, huge PK at the beginning of the third period also. I mean, that's another turning point, because you give a power play to the Leafs at the last second of the second period, if they score on that PP right from the get-go, well, then it becomes a whole different game. Yeah, but how underwhelming was that power play? I mean, that's what I'm talking about. Like, you could say, oh, the Canadiens, did a great job killing that penalty.
Yeah, I guess they did, but the Leafs showed no urgency. So basically what you're saying is that the Maple Leafs lost even more than the Canadiens won. No, that's not what I'm saying. Don't put words in my mouth, man. I'm just saying that the Leafs, I find it stunning how the start of the first, they didn't have the urgency. The start of the second, they didn't have the urgency. That doesn't take credit away from the way the Canadiens played. The Canadiens played a poised game. Yeah. And they handled, and I think, as I mentioned, seized on that, on what they were seeing from the Leafs, and kind of, I think it would be hard. I was just trying to put myself in their shoes, and I'm like, they had to know they had them. The way the Leafs were playing such a nervous, tentative, tight game, you know, and at that point, that confidence in a Game 7 situation is priceless. Excuse the pun, and actually has nothing to do with Carey Price. And just to confirm, I'm not saying Carey Price was not a factor in the game. I'm just saying he didn't have to be dominant. He didn't have to steal the game. He didn't have to. He didn't have to stand on his head and give his teammates a chance, and all the things that we've heard about Carey Price. I thought through 40 minutes and even throughout the whole game, really, he didn't. It would be false to say that he wasn't a factor. I just don't think he was the number one factor, and he wasn't by far the number one factor. I mean, he's a big factor, obviously, and ever since his comments after Game 4, where he expressed confidence in his teammates and said, I'm not frustrated at all, to be honest. And it was just the way he said it, the calmness. And we always hear Carey Price, his calm spreads around the group. This is the most tangible evidence of that I think we've ever seen from Carey Price. His comments after Game 4, I'm not frustrated at all, to be honest. I believe in our guys. I play against them in practice. I know they can score. They will. I have confidence in them. And I think his teammates really seized on that and started to play their game. And knowing that their goalie had that their best player, their star player, had their back was a huge factor in this series. And you know, Carey Price is the subject of so much debate, and he's a really divisive guy in the fan base. But this is really that moment of him talking after Game 4 is really one of the biggest moments publicly of his career. I think it's for a very long time, and it'll be interesting to see if they can carry this over to Winnipeg now. I remember we discussed it on the press box, in the press box and at the Bell Center. But when he said that, I mean, you read the comments, you read the quote. It's like, well, okay, it's interesting, but it's not earth shattering. But it's just that when you are used to hear Carey Price, the way he talks, is the number of words that he chooses to say and all that, and his delivery. He speaks in a certain way the vast majority of the time, tonight included. But that it's all about in the way that he spoke those words and the way that how he meant them. I think that's where it really struck a chord with his teammates. Listen, we've got a lot of people tonight that are listening to us, watching us, and there's one of our listeners, David Bronstein, is asking, does this mean that Burge is keeping his job? So I'm curious to know, because I think he's not the only one thinking that. I mean, that is the big question. And I thought, I don't know what's going on there, but all I know is I was watching Marc Bergevin in the tunnel waiting for his players tonight, and the enthusiasm he had, and whether or not he keeps his job, whether or not he stays, you know, I think he's a guy who really cares about these players, about the team, you know, and he waited there. It was kind of funny. He's waiting, and Carey Price is the last to leave the ice, aside from the coaches, and he's waiting there for Carey Price. And if there are two guys who are joined at the hip in this organization, it is Marc Bergevin and Carey Price. He has banked his whole tenure here on the shoulders of this guy, and just to see him waiting, and then Price, like, you know, the Canadiens director of, you know, VP of Communications, Paul Wilson, was waiting there to tell Price he had a live interview to do on Hockey Night in Canada. So Price gets there, you see Bergevin's like really waiting for him, and then all of a sudden Price has to turn around, and Bergevin's just left to give him a pat on the back as he leaves to do the live interview. But, you know, I think that discussion is for another day, personally, because I don't know. Do you know? Do you have a sense for it? I mean, my sense is that he's staying. At the very least, if there's an hesitation from Jeff Molson, he's
Marc Bergevin still has another year on his contract, so he can just let it run. But I don't think after upsetting the Maple Leafs that way, that he and relying on the very items that he planned this season, saying we're going to build a big, a big decor that might look slow during this regular season, but it'll come up big in the playoffs, and that's exactly what happened. I trust my goalie. I've paid him, over $10 million a year. I believe in him. Well, he comes up big and he showed that he's capable to be the man still. There are many things that ended up playing in his favor. You may like the man, you may not like him, but the outcome of this series tend to suggest that he was right. So there might be some hesitations because anyway, we'll go into details. Look at the goal scorers tonight. Brendan Gallagher extended in the offseason. Yep. The only one on his line who was. Corey Perry gets one, signed for the minimum the day before training camp or a few days before training camp. And Tyler Toffoli puts in an empty net, leading goal scorer this season, signed to a very team-friendly contract. And same the previous game, Perry and Toffoli, previous game too. Yeah, exactly. So we'll see. I mean, I think that Canadiens fans, if I were you, worry about that when the season ends. The season's not over for the Canadiens now. They're on their way to the airport as we speak, going to board a flight for Winnipeg. Yeah. They packed extra suits, but Dominique Ducharme said yesterday, we're going to Toronto so we can go to Winnipeg. That's exactly what's happening. Think of Dominique Ducharme, all the doubt, all the questioning of his decisions, and he won the series. I still don't know if they would have won. Maybe they would have won easier if he hadn't done those things, but you can't question the guy now. He just pulled off, what's been the biggest upset in these playoffs so far. Yeah, absolutely. Listen, this is as everybody knows by now, this is a bilingual podcast, so we're going to switch to French. But just before that, I'm going to use a German word, and it's Schadenfreude, and it's because there's a lot of temptation to just rejoice on the Maple Leafs misfortunes, because that's truly incredible. So it really came big to help the Canadiens too, because you mentioned it before. It carried. They were wearing that on their sleeve the whole evening, the whole game. It must have been a big burden for them, and it helped the Canadiens. There's no doubt about that. Yeah. So, yeah. Okay. Right. So how do we do that? Switch. I do the screen swipe. Voilà. On y va en français. Okay. Excellent. Bon. Écoute, oui, vas-y. Ben, j'aimerais commencer en parlant de Philippe Danault. Aussitôt que le match s'est terminé, je ne sais pas s'ils ont montré ça à la télévision, mais le match était terminé, tout le monde s'est allé vers Price, évidemment. Philippe Danault est allé au fond de la patinoire pour aller chercher la rondelle. C'était son premier match set en carrière, en vie, dans le fond, à n'importe quel niveau. Il n'a jamais joué dans un match set. Il n'a pas remporté, à part contre Pittsburgh l'année passée, évidemment, là, mais c'est la première fois qu'il se rend en deuxième ronde des séries. Il a joué toute une game. Je suis certain qu'ils l'ont montré à la télévision, la conversation qu'il y a eu avec Austin Matthews après le match. Matthews avait l'air de vraiment le féliciter et lui dire à quel point c'était difficile de l'affronter en outrance pendant la série. C'était vraiment un match-up que Sheldon Keefe, au début, a dit qu'il n'avait pas peur de mettre le trio d'Austin contre n'importe qui. Ben, rendu au cinquième match, il a commencé à montrer des signes qu'effectivement, il aimerait ça les éloigner de Philippe Danault. Ouais. Et, tu sais, Philippe, il n'y a pas eu de points. Il n'y a pas de points en série. Tu sais, toi, tu avais demandé à Philippe l'historique de Tomáš Plekanec en série, comment il était critiqué pour le fait qu'il n'était pas capable de produire offensivement, mais effectivement, il y avait un mandat défensif, puis il remplissait ce mandat-là. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir de Philippe Danault. La tâche devient peut-être un peu plus facile, mais ça ne va pas être facile contre Winnipeg. Ils ont des gros canons. Leur top 6 est vraiment fort. Ils vont avoir besoin de ce gars-là, mais Philippe Danault, en ce moment, c'est un gars qui est en confiance.
il a l'air d'être bien dans sa peau. Oh c'est comme tellement de fois cette saison qu'il n'avait pas l'air bien. Ouais. Là, il a l'air bien, puis on ne sait pas ce qui, comme Bergevin, on ne sait pas ce qui va arriver à la fin de la saison. Là. Mais pour l'instant, ça ne semble pas lui déranger du tout. Non, puis il a montré sa valeur. Tu sais, quand tu mentionnes la marque de respect que lui a montré Matthews après le match, il ne faut pas oublier que plus tôt cette saison, il y a Nathan McKinnon qui, lors d'une entrevue sur un podcast, avait dit « Ne sous-estimez pas Dano parce qu'à mes yeux, c'est un des joueurs les plus difficiles à affronter de toute la Ligue nationale. » Ça, c'est 2 des 3 meilleurs joueurs de la Ligue. Mettons 4 parce que je vais encore mettre Sidney Crosby dans le lot. Ça veut dire quelque chose. Puis tu regardes la façon dont le Canadien a réussi à neutraliser Connor McDavid durant la majorité de la saison. Peut-être que si on posait la question à McDavid, il dirait la même chose aussi. Ça vaut son pesant d'or. Fait que c'est sûr que tu peux dire c'est pas un centre de premier trio, sinon il ferait 65 points. T'sais. Il n'y a pas une grande saison offensivement, Philippe Dano, mais il ne faut pas oublier que quand on regarde les statistiques de différents joueurs, il faut que tu regardes est-ce qu'il a du temps en avantage numérique ou il n'y en a pas. Dans le cas de Dano, il ne joue jamais en avantage numérique. Et à 5 contre 5, pas cette année, mais l'année dernière et l'année d'avant, ses statistiques à 5 contre 5, ses points, les points par 60 minutes de jeu à 5 contre 5, se comparaient très favorablement à celles des bons joueurs de la Ligue. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut en prendre et en laisser. C'est dans ce dont que le Canadien a besoin, surtout avec 2 jeunes joueurs de centre comme Kotkaniemi et Suzuki, des gars qui sont pas prêts à prendre une charge de type d'assignation défensive comme Dano a eu durant cette série-là, c'est drôlement important d'avoir un gars comme ça qui est dans les alentours. Puis ça a été un joueur clé pour eux autres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, puis il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui mentionne l'impact de Jake Evans sur ce trio-là, le fait que Dominique Ducharme l'a inséré pour Thomas Tatar, qui était quand même pas une décision évidente. Je sais que Tatar ne jouait pas très bien. Non. Mais c'est quand même un trio que la chimie de ce trio-là, il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient continué à se fier à cette chimie-là. En fait, il y en a un à Toronto qui a continué à se fier sur la chimie entre Matthews et Marner. Il n'a jamais fait d'ajustement. Il n'a jamais remplacé Hyman, mis Marner quelque part d'autre. Il a continué à croire que ces gars-là vont retrouver leur jeu. Ducharme aurait pu faire la même chose, mais il a reconnu que Tatar n'était pas à la hauteur, qu'il y avait un gars en Jake Evans qui avait quand même démontré en fin de saison que les gros matchs n'étaient pas trop gros pour lui. Puis je trouve qu'il a joué un match, tu sais, en anglais, le mot c'est poise. Ouais. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais. Ouais, du sang-froid, là. Ouais. Avec du sang-froid, du calme. Il avait pas l'air, la situation n'avait pas l'air gros pour lui. Il a fait beaucoup de petits jeux qui étaient vraiment importants à des moments importants. Tu sais, un petit échec avant ici, enlever une rondelle de quelqu'un, tu sais, c'est comme. Mais honnêtement, je pense que Dominique Ducharme, mais il mérite beaucoup de crédit pour ça parce que ça, c'était pas une décision qui était évidente à tout le monde. Et non, il l'a fait, puis ça a porté fruit. Même si tu décides de retirer Tatar de l'alignement, moi, je m'attendais à ce qu'ils mettent Byron à la place de Tatar sur ce trio-là. Ouais. Mais là, d'amener Evans, qui n'avait pas joué dans les 4 matchs précédents à cause d'une blessure, puis d'aller, tu sais, dans le 6e match, ça a été sa plus grosse utilisation en carrière. Il revient ce soir, même chose, il lui donne encore beaucoup de temps de glace. Je pense que c'est tout au crédit. Je vois 2 choses là-dedans. Tout d'abord, Tatar, c'est sûr que le Canadien aurait eu besoin de ses buts, mais à un moment donné, c'est devenu très clair que le Tatar qui apporte des buts en saison régulière n'allait pas se présenter en série. En plus, même sa présence en avantage numérique, il n'a jamais été placé sur la première unité de toute la saison, alors qu'il a été un des plus productifs l'année dernière. Alors, je pense qu'ils ont fait leur choix en avantage numérique en disant, lui, c'est un gars de la 2e vague. Alors, ça le rendait plus secondaire. Et tu arrives en série, il y a moins de punitions qui sont appelées, donc le jeu à 5 contre 5 est autrement plus important. Puis à ce niveau-là, si Tatar n'est pas tout à fait dans son élément, tu amènes un gars comme Evans qui est constamment dans le tapis, très rapide, toujours pression sur le joueur, sur le porteur de la rondelle de l'autre équipe. Même chose en infériorité numérique. Les gens se sont plaints beaucoup du fait que le carré défensif du Canadien était un peu trop statique durant la saison puis que ça bougeait pas assez. Mais lui, là, il va constamment exercer de la pression. Il est très rapide pour aller d'un bout à l'autre. Puis je pense que ça le rend très efficace. Alors, même si c'est un joueur de centre naturel, c'est bon parce que
Stahl a été assez bon pour tenir son bout dans cette série-là. Ça a permis aux Canadiens, en ajoutant Evans à l'aile, d'avoir 5 joueurs de centre, d'avoir pratiquement tout le temps ce soir 2 joueurs de centre qui étaient disponibles sur des mises en jeu, ou en tout cas très souvent. Et ça, c'est entre autres à cause du fait que tu peux avoir Evans à l'aile qui vient donner un coup de main. C'est un ingrédient très, très intéressant à voir. Puis il n'a pas l'air du tout, même si c'est une recrue, là, il va avoir 25 ans après-demain, mais il ne joue pas comme un gars qui est impressionné d'être en séries éliminatoires du tout. Non. Et une autre chose, tu l'as mentionné tantôt, la défensive du Canadien. Moi, j'avais, après que Edmondson est arrivé et que c'était clair que Bergevin, un an après que Sherratt est arrivé, que Bergevin allait à l'encontre du tendance de la Ligue nationale. Tout le monde cherche le prochain Cale Makar, tout le monde cherche le prochain Quinn Hughes que le Canadien aurait pu repêcher. Tout le monde cherche ce genre de défenseur-là. Marc Bergevin ne cherchait pas ce genre de défenseur-là. Il cherchait les gars qui ont quand même réussi à garder. Tu sais, Austin Matthews vient de connaître une des meilleures saisons comme buteur de l'histoire de la Ligue nationale. C'était historique, sa saison. Puis il a marqué un but dans cette série-là. Puis je pense que le fait que les défenseurs du Canadien, parce que le top 4 en particulier, était tellement. L'emphase était tellement que il faut enlever l'espace, il faut enlever le temps à Matthews. Puis il y avait des moments où je voyais comme un Ben Sherratt qui suit Matthews partout dans le territoire. Mais ces gars-là ont l'aspect physique de leur jeu. Tout ce que Marc Bergevin voulait de sa brigade défensive, je trouve que ça a eu un impact dans cette série-là. Je pense qu'à un moment donné, les Maple Leafs, quand ils envoyaient la rondelle au fond de territoire, ça leur tentait de moins en moins d'être premiers sur la rondelle. À un moment donné, tu commençais à voir des gars qui ralentissaient un peu. Nylander en entrée de zone là, sur Edmondson qui fonce vers lui. Là. Puis ça arrive. Il n'est pas le seul. Là. Il y avait plusieurs gars au cours de la série où tu voyais que ça leur tentait pas. Et alors, il y a eu un impact. C'est c'est pas nécessairement. Tout le monde regarde les statistiques des mises en échec et dit que si tu as plus de mises en échec, ça veut dire que tu n'as pas le rondelle, ça veut dire que tu ne joues pas bien. Mais moi, je ne crois pas en statistiques de mise en échec parce que c'est tellement un jugement de dire ça, c'est une mise en échec, ça n'en est pas. Mais juste le jeu physique constant de ces défenseurs-là, je pense que ça a changé un peu la façon que les attaquants des Leafs abordaient des batailles un contre eux le long des murs. Et le plus que la série avançait, le plus d'impact que ça avait. Puis c'est exactement ce que Marc Bergevin voulait voir de ses défenseurs. Et écoute, je pense qu'il pourrait utiliser un gars un peu plus mobile qui joue en défense. Mais après cette série-là, on ne peut pas vraiment critiquer cette décision de Marc Bergevin qui allait à l'encontre, comme j'ai dit, du tendance de la Ligue nationale. Ben écoute, Dominique Ducharme l'a dit dans son point de presse après la rencontre. Il a dit, écoutez, je l'ai dit quand j'ai été nommé, je vais avoir 8 millions d'assistants d'entraîneurs. Mais en bout de ligne, c'est moi qui est dans le vestiaire avec eux puis qui sait ce qui se passe le plus. Alors, je prends les décisions comme ça. Alors, on verra ce qui va arriver. Mais tu dis peut-être ajouter un défenseur mobile. Moi, je m'attends à ce qu'Alexander Romanov soit dans la formation pour le premier match de la série. Ouais, moi aussi. Honnêtement, tu pouvais pas, dans une situation où le Canadien avait le dos au mur, c'était plus le moment là, de le rentrer, il y a le momentum, le train était en marche, puis ça marchait plus. C'était trop tard pour l'amener. Mais là, c'est comme si on ramenait les choses à zéro, on repart, à la limite, s'il y a un pépin ou quoi que ce soit, puis le Canadien perd le premier match, il vient de le montrer, ça ne sera pas la fin du monde. Alors, je m'attends à ce qu'il aille chercher ça, quoique, en même temps, Gustafsson, toi et moi, on a beaucoup critiqué son acquisition, puis au plan salarial, comment c'était compliqué. Ça avait un peu menotté le Canadien au plan salarial. Mais c'est difficile de critiquer son travail. Il n'a pas fait de gaffe majeure dans les 3 matchs auxquels il a participé. Kulak, il est toujours là, il peut rendre service en a pinch, là. Alors, je ne sais pas si... Je pense que Romanov va être là parce qu'il apporte un ingrédient qui va être intéressant, mais en même temps, il n'y a personne qui a à rougir de sa performance à la ligne bleue. Là. Non, c'est ça. Mais je pense que Romanov, c'est un bon exemple de
à quel point Dominique Ducharme a lui aussi été capable de garder son sang-froid. C'est une décision qui était très, très, très critiquée. Là. Puis honnêtement, à un moment donné, il fallait que je demande la question comme directement. Là, pourquoi tu joues pas ce gars-là? Là? Ça n'a pas de sens. C'est un gars qui a joué presque chaque match, 54 matchs pendant la saison. Ouais. C'est l'avenir du Canadien. Puis, je voyais Romanov un peu comme je voyais Suzuki et Kotkaniemi en série l'année passée, où Marc Bergevin même l'a dit, l'expérience qu'ils vont avoir en série, ça va payer. C'est vraiment, ça va nous aider à bâtir notre équipe. Ben, je croyais la même chose de Romanov. Caulfield aussi. Évidemment, Caulfield est rentré dans le match 3. Puis Sheldon Keefe, ce soir, a dit qu'il trouvait ça le point tournant quand Caulfield et Kotkaniemi sont venus. Ils ont vraiment changé l'allure de la série. Alors, encore une fois, peut-être c'était ça le but de Dominique Ducharme, d'être capable de changer le look de son équipe en cours de route. Et que les Maple Leafs n'ont pas été capables de s'ajuster. Alors, peut-être là, ça serait le moment de rentrer Romanov. Mais encore une fois, comme tu as mentionné, Brett Kulak. Je trouve que Brett Kulak et Gustafsson ont bien joué, même dans le match 6, quand ils ont joué 6 minutes chaque. Mais je pense que les tentatives de tir, quand Gustafsson était sur la glace dans le match 6, en 6 minutes et demie, étaient 8-0 Canadiens. Oui. Quand même. Alors, et puis je trouve qu'il a fait des bonnes. Il a bien joué dans les 2 matchs. Et c'est vrai que on les a bombardés avec des critiques là, pour l'acquisition de ce gars-là. Puis je dis pas que c'est. Je ne dis pas qu'ils ont gagné à cause d'Eric Gustafsson, mais il a contribué à sa façon. Mais je pense que le potentiel pour Romanov d'avoir un impact sur la prochaine série, ça doit entrer en ligne de compte. Son plafond est évidemment plus haut que ces 2 gars-là. Ouais. Et ça serait le temps de peut-être essayer de l'exploiter. Oui, absolument. Puis tu mentionnais le nom de Caulfield. J'ai hâte de voir qu'il faut que fasse une équipe aussi qui est plus lourde et qui joue plus robuste comme les Jets. J'ai hâte de voir s'il va être en mesure de se faire de l'espace puis d'avoir un impact parce qu'effectivement, comme tu dis, le Sheldon Keefe a dit qu'il avait procuré un bon boost aux Canadiens. Avant de se laisser... Je pense pas que ça va être un problème, en fait. Honnêtement, là, ce gars-là, il est difficile à frapper. Il est un peu comme Mitch Marner dans ce sens-là. Je pense pas que Marner a été frappé tant que ça pendant la série. C'était des autres choses qui affectaient Marner. Ouais. Je pense que c'était honnêtement entre ses propres oreilles. Mais Caulfield, il n'est pas... Depuis qu'il est arrivé à Montréal, il y a peut-être 2 ou 3 fois que je pense qu'il était vraiment atteint avec une grosse mise en échec. Il est quand même assez intelligent pour éviter ces choses-là. Absolument. OK. En terminant, dernière question. À quoi on peut s'attendre d'une série Canadien-Jets, à ton avis? Ben, effectivement, comme tu viens de mentionner, les Jets sont très différents comme équipe que les Maple Leafs. C'est un gros... Ils ont des gros joueurs physiques. Puis leur top 6 est difficile à affronter d'une manière différente que ce qu'il vient de voir avec les Maple Leafs. Puis il faut mentionner que la blessure à John Tavares dans le premier match a changé l'allure de la série. Là, ce qui était difficile pour affronter les Leafs, c'est comment est-ce que tu vas contrer ces 2 trios-là. Mais aussitôt que Tavares est parti, puis Sheldon Keefe l'a mentionné, aussitôt qu'il est parti, le Canadien a pu vraiment mettre l'emphase sur le trio de Matthews en termes d'assignation défensive, puis il ne pourrait pas faire ça contre les Jets. Ils ont 2 trios qui sont dangereux. Et c'est une équipe qui, évidemment, il joue très bien en ce moment. Puis ils ont quand même bien joué contre le Canadien cette saison. Et il y a une certaine ironie que le premier match de Dominique Ducharme comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale était à Winnipeg. Puis là, il se rend à Winnipeg encore. Absolument. Puis ça va être un bon duel de gardiens aussi, parce que Connor Hellebuyck, il ne laisse pas sa place non plus. Alors, ça va être. Connor Hellebuyck ne laisse pas le but de Brendan Gallagher ce soir rentrer entre ses jambes. Là. Non. Tu n'auras pas de cadeau de ce gars-là. Tu n'auras pas. Non, parce que c'est un peu. Tu sais, dans les derniers matchs, là, tu regardes Campbell, là, ça me faisait penser à Canadian Tire. Là. Il y avait beaucoup de monde au comptoir des retours. Là, fait que, ouais, non, c'est vrai. Là, honnêtement, il y avait beaucoup de misère à juste immobiliser la rondelle là, quand c'était à ses pieds. Il y avait beaucoup de si les Canadiens étaient capables de se rendre là, et puis honnêtement, les Leafs méritent du crédit là-dedans. Ils ont bien protégé leurs gardiens. Mais Hellebuyck, c'est pas la même affaire du tout. Alors, le Canadien, il va falloir qu'ils créent plus de chances de qualité qu'ils l'ont fait dans cette série-là. Mais on verra.
OK, fait qu'on reprend On ça verra bien dans après-demain. 2 jours. Yes! Ouais, écoute, on pourrait... Honnêtement, ça veut dire on que pensait notre pas. post-game show, ça veut dire que notre post-game show continue. Poursuit! C'est Let's ça, go! ouais! Jusqu'au mois de juillet! Bon, mais merci beaucoup tout le monde. Merci Ouais. d'être là avec nous. Je check les commentaires, puis Messi Suzuki n'a pas mis de commentaires, puis je suis un peu déçu, là. Honnêtement, là, ça faisait 2 matchs de suite, mais c'est correct. Écoute, Il a le droit de célébrer. quand même. Ben ouais, oui. c'est ça. On correct. espère le revoir après le match numéro 1 à Winnipeg. Mais là, il faut qu'on aille écrire. Alors, je vous encourage à nous lire demain matin dans Athlétique pour voir ce qu'on pense de ce qui vient de se passer. Mais, Est-ce qu'on pense d'autres affaires que ce qu'on vous a dit là? Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas tout dit. C'est bon, merci beaucoup tout le monde. All right. On se revoit mercredi soir. Bye bye. Yes, bye bye.